de trouver le positif dans ce qui se passe. Donc, c'est vraiment, je trouve que c'est une belle métaphore, un événement d'ultra-distance comme ça, par rapport à la vie. Puis, c'est ça. Moi, en fait, c'est autant les événements m'aident dans la vie de tous les jours à organiser mon quotidien puis à vivre les choses et tout, autant ma résilience dans la vie que j'ai développée ensuite m'aide à préparer ces événements-là. Bonjour, je suis Alexandre et bienvenue dans le podcast Les Joies du Sport, le podcast qui vous permet de suivre une aventure avant même qu'elle ne commence. Dans ce format, des invités viendront te présenter leurs futurs projets sportifs, que ce soit une course avec dossard ou bien un projet off, et cela à 2 reprises. Mais pourquoi 2 interventions sur un même sujet ? C'est peut-être la question que tu te poses. Sache que ces 2 épisodes te permettront une immersion totale dans le projet. Lors du premier épisode, enregistré avant l'événement, ce sera l'occasion de découvrir notre invité et d'en apprendre plus sur le défi qui l'attend et comment il s'y est préparé. Nous découvrirons également comment il intègre son entraînement dans sa vie personnelle et professionnelle. Nous discuterons de ses sensations à l'approche de l'événement ainsi que ses attentes sur ce défi. Et si tu écoutes cet épisode dans les premiers jours de sa sortie, cela te permettra de suivre l'aventure en direct via les informations qui te seront données par l'invité ou via le compte Instagram du podcast, @lesjoiesdusport.podcast. Lors du second épisode, qui sera enregistré après l'événement, que le projet soit couronné de succès ou parsemé de difficultés, l'invité te partagera son expérience lors d'un débriefing complet et nous analyserons la différence entre les attentes et les résultats obtenus. Et ce sera également l'opportunité de connaître ses futurs projets. Maintenant que tu connais le concept, je te laisse avec l'invité du jour. Aujourd'hui, je reçois Geneviève Hillet, ultra-cycliste qui a déjà terminé des courses de longue distance et qui va pour une seconde fois se confronter à une course du Biking Man. Mais ne perdons pas de temps et partons à la rencontre de Geneviève. Salut Geneviève, je suis content de te recevoir sur le podcast, comment tu vas ? Bonjour Alexandre, ça va très bien. Merci de me recevoir. C'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Première question, est-ce que tu peux te présenter et nous dire quel a été le premier sport qui t'a passionné ? Oui, tout à fait. Donc, premier sport, j'ai toujours été une grande sportive, donc c'est dur pour moi de cibler un seul sport. J'irais pour la course à pied, je crois, il y a peut-être une quinzaine d'années. C'est là que j'avais fait la rencontre de l'endurance. Donc, tranquillement, là, j'avais augmenté les distances et tout. J'étais allée en course de trail. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. Puis ensuite de ça, je me suis mise à bifurquer vers le vélo, mais c'est vraiment la course à pied là, qui a généré cet engouement pour le sport chez moi. D'accord, et t'as fait combien à peu près d'années de course à pied avant de basculer sur le vélo ? Je suis encore une coureuse quand même du dimanche, comme on dit. Je dirais une bonne dizaine d'années, 10-15 ans quand même. Là, j'étais dans les courses, dans les événements beaucoup dans le temps. Parfois, j'en avais beaucoup là, par saison. C'était vraiment... mon calendrier était bien garni. Et quand tu dis allonger distance en course à pied, t'étais sur des formats de combien de kilomètres ? Je suis allée jusqu'à l'ultramarathon. La plus longue que j'ai faite, je crois que c'est 65. C'était en équipe de 2, mais sinon, c'est ça. 50-65, j'ai fait ça quelques fois. Sinon, j'ai fait quelques marathons sur route. Mais ma distance de prédilection, c'était vraiment le demi-marathon. Ok. Et alors, comment le vélo est venu à toi ? En fait, c'est que je me blessais souvent à la course à pied. Je faisais que de la course, donc j'avais beaucoup de petits bobos qui sortaient là, dans les jambes. Je trouvais ça un peu tannant. Donc, je me suis inscrite à des cours de spinning. Je crois que vous appelez ça cardio-vélo. Ouais, je vois, Euh, ouais. Je vois un petit peu dans ouais, les salles donc de sport j'ai souvent. comme augmenté un peu mon cardio en faisant ça avec des séances de vélo intérieur. Puis, petit à petit, je suis devenue professeure, instructrice de cardio-vélo. Puis tout d'un coup, je me suis demandé si j'avais assez de temps pour m'acheter un vélo. Donc voilà, j'ai fini par faire l'achat d'un vélo de route. Puis là, ça a été vraiment un coup de foudre. On dirait que l'endurance était décuplée puis que je pouvais vraiment franchir encore plus de parcours, de paysages. C'était vraiment génial. Et le passage du coup sur des courses, ça s'est fait comment ? Parce que j'imagine que tu faisais déjà des courses en trail, c'est juste que tu as voulu reproduire à peu près le même schéma en vélo ou c'est quelque chose d'autre qui t'a attiré à... En fait, je crois que je connaissais pas beaucoup le monde du vélo. Puis côté événement, c'est pas de la même, c'est pas construit de la même manière qu'à la course. La course, t'as le 5, le 10, le demi-marathon, le marathon.
En vélo, ce sont des événements qui sont dans des environnements vraiment complètement différents. Je connaissais pas beaucoup ce monde-là, donc je voyais des gens inscrits à des événements qui étaient un peu plus récréatifs, qui semblaient vraiment plus sur le dépassement de soi, oui, mais aussi sur la communauté. Donc, je me suis inscrite comme si je faisais comme à la course, dans le fond. Je voulais faire des événements. Pour moi, c'était normal de faire ça. Puis, c'est ça, ça a été vraiment mon baptême un peu. J'ai augmenté les distances un petit peu, mais au début, c'était vraiment des petits événements là, de 100, 150 km. Là, c'était vraiment ça qui venait me chercher. Et du coup, à quel moment la bascule s'opérait? Parce que là, on va parler aujourd'hui d'une course qui fait 1000 km. À Ouais. quel moment tu as quand même basculé sur vraiment du plus long? Ouais, en fait, ben c'est ça. Je me rappelle pas précisément ce qui a fait que je voyais des gens autour de moi faire des longues distances. Ça m'interpellait, c'est certain. Puis il y avait une course ici dans le coin du Saguenay de 300 km, 340 km que je voulais tenter. Puis j'ai malheureusement eu un accident au début de la course. Donc ça a terminé en ambulance. J'ai aucun souvenir de l'accident en fait. Donc ça c'est certain que c'est un événement malheureux là. J'ai pas terminé la course et tout. Par contre, ça a eu l'effet l'année qui a suivi après m'être remise de mes blessures et tout. Je voulais vraiment refaire cet événement-là un peu pour conjurer le sort, un peu Mm. pour fermer la boucle pour moi-même. Puis à ce moment-là, j'ai compris que j'aimais plus rouler en groupe. J'étais craintive. Ça s'était passé en groupe l'accident. Donc tout d'un coup, je me suis mise à rouler plus toute seule. J'ai trouvé un peu mon espèce d'endurance, mon espèce de focus d'endurance vraiment bien lorsque j'étais seule. Puis petit à petit, je me suis mis à augmenter les distances. J'ai entendu parler d'événements. Il y en avait un à Montréal que j'ai fait, le défi Bonneville, 808 km en moins de 48 heures, si je me trompe pas. Puis c'est ça, je suis la seule femme à l'avoir complété en fait en 2019. Ça, c'était en assistance. Donc là, ça a été vraiment... J'ai trouvé ça stressant d'avoir une équipe de soutien, de dépendre d'eux et de devoir me soucier d'eux. Donc après cet événement-là, je me suis tournée plus vers les événements en autonomie. J'ai regardé en Europe ce qui se faisait. Ça faisait longtemps que j'étais allée en Europe. J'étais jamais allée au Portugal. Donc tout ça est arrivé un peu par hasard. Je me suis inscrite au Biking Man. Puis voilà. Ok. Et bon, alors, je pense pour ceux qui ont l'oreille fine, ils auront reconnu un accent. Tu vis au Québec. Est-ce que tu pratiques Oui, d'autres sports exact. en parallèle du vélo? Oui, je fais ben, l'été, c'est certain, là, course à pied, vélo, natation. J'aime beaucoup les sports de raquettes, mais ça, c'est plus l'aspect jeu que j'aime beaucoup. Puis en hiver, ben, c'est certain là, que le ski de fond est vraiment, depuis que j'ai 3 ans, je pense que je fais du ski de fond. Donc, c'est vraiment, ça fait partie de mon univers aussi. Puis, j'ai allongé les distances en ski de fond aussi. Donc là, je viens de Ok. faire un événement de 60 km la semaine dernière. Donc, c'est un peu... J'aime beaucoup l'aspect mental, peu importe le sport. C'est vraiment l'endurance qui me touche. D'accord. Et juste petite question comme ça, 60 km en ski de fond, ça représente combien d'heures? Ben là, c'est certain que c'était très récréatif comme événement. Ça a pris, on était une équipe de 4 ensemble. Ça nous a pris 7 heures, si je me trompe pas, un peu moins que 7 heures Oh, ok. environ. Mais c'était c'était pas très compétitif, là. C'était vraiment pour le plaisir, mais c'est ce que j'aime là-dedans. On regarde les paysages, le mental est très important, donc c'était vraiment ça le but. Ok, ouais, parce que les pratiques, je pense, bah, notamment du ski de fond, ça permet de, voilà, de faire la caisse, comme on dit, parce que c'est avec les conditions climatiques, je pense qu'elles sont pas toujours favorables pour sortir le vélo. Là, par exemple, actuellement, donc là, on est mi-février. En termes de climat, tu as quoi au Québec? Ben, c'est ça, lors de l'événement la semaine dernière, il faisait un moins 15 à moins 20 degrés Celsius le matin quand on est parti. C'est pas très chaud. En ce moment, ça a réchauffé un peu, mais on est dans les moins 10 là, je dirais. D'accord, oui. Effectivement, oui, c'est pas très chaud, je te confirme. Non. Et du coup, le vélo, là, ces temps-là, tu peux quand même faire des sorties vélo? Ou c'est quelque chose de très compliqué? Non, non, ben, je me déplace à vélo là pour aller faire du sport justement, les sports de raquettes. Je me déplace régulièrement là, à coup de peut-être 5 à 10 kilomètres à chaque fois, mais c'est vraiment un déplacement. Là. C'est pas de l'entraînement. Il fait trop froid pour ça. Il faut être habillé vraiment chaudement. J'ai des pneus à clous.
Ok. Donc, c'est vraiment différent. Cette année, par contre, on est chanceux ici. Il y a pas, ben, chanceux en tout cas. On n'a pas beaucoup de neige cette année, donc c'est dommage pour le ski. Par contre, j'espère pouvoir sortir le vélo pour les sorties d'ici une semaine ou deux maximum, mais c'est très, très tôt. Normalement, ça commence pas avant le début avril. Ok, cool. Dans cette pratique du sport, est-ce que tu es assisté ou aidé en tout cas par un coach en termes de préparation mentale et physique? Non, je fais vraiment tout en solo. Lorsque j'étais à la course à pied, j'étais dans un club de course à pied. C'est certain qu'après avoir vu on avait un coach attitré là, pour le groupe au complet qui nous faisait des programmes d'entraînement. Donc, c'est certain que je m'étais basée sur ça par après quand j'ai fait mes entraînements pour la course en ultra-trail. Donc, je connais mon corps. Je suis quelqu'un qui est très sur l'endurance. Donc, on dirait que je vais beaucoup sur les entraînements psychologiques. Je suis consciente de ma forme physique. Donc, jusqu'à maintenant, ça a toujours bien fonctionné. J'y vais au feeling, je dirais, là. Ok. Et donc voilà, je pense que en tout cas, ces entraînements, ça reprend pas mal de temps, en tout cas, passé dehors. Oui, Comment, toi, est-ce que tu intègres ta pratique sportive au sein de ta vie personnelle et professionnelle? c'est certain que parfois, il faut faire des choix. Je pense que je suis quelqu'un de discipliné sur ça. C'est certain que là, comme je suis instructrice de cardio-vélo, c'est certain qu'il y a 2 séances comme ça. C'est pas de l'entraînement pour moi spécifique, mais c'est un maintien quand même de forme physique. Donc, il y a ça. C'est certain que les matins tôt, avant le travail, souvent, je fais une séance d'entraînement. Le midi, probablement aussi. Parfois le soir, j'écoute mon corps aussi pour me reposer, mais c'est certain que c'est très rare que je passe une journée sans m'entraîner. Ok. Bah écoute, si tu veux bien, on va passer au sujet du jour qui est la course donc du Bikingman Corsica. Alors j'ai Oui, pour habitude pour intégrer l'événement principal, de lire, là en l'occurrence, ce sera quelques lignes qui sont présentes et disponibles sur le site du Bikingman. Donc OK. ça permettra pour ceux qui connaissent pas, de connaître un petit peu plus cette course ou d'apprendre à la connaître en tout cas. Mhm. Parfait. Fondé par Axel Carrion, Bikingman est né en 2015 alors qu'Axel traversait la cordillère des Andes en Amérique du Sud, avec un vélo chargé de 60 kg. En rentrant de 249 jours d'expédition sur les pistes les plus reculées de la cordillère des Andes, il eut l'idée de créer un championnat de course d'ultra-distance à vélo qui rassemblait les conditions climatiques et topographiques les plus extrêmes de la planète. Ces courses seraient destinées à des femmes et des hommes de tout horizon, amateurs comme professionnels. Le Bikingman Corsica, notre épreuve mythique en Corse, inaugure un parcours inédit au cœur de l'île de Beauté. Depuis Bibu... Voilà, ça je savais que j'allais pas y arriver. Depuis Biguglia, proche de Bastia, vous ferez le tour du Cap Corse pour enchaîner la traversée du désert des Agriates et l'ascension du redoutable col de Battaglia. Vous rejoindrez les fabuleuses calanques de Piana par le col de Vergio, puis explorer le pays adjacent. Vous traverserez enfin le parc naturel régional de Corse après l'enchaînement de l'Ospedal et Bavella, pour terminer par la plaine orientale de l'île. Et Bikingman Corsica en quelques chiffres, c'est 1000 km pour un dénivelé total de 20 000 mètres de dénivelé positif et le temps limite est de 5 jours, soit 120 heures. Alors, Geneviève, toi qui habite outre-Atlantique, qu'est-ce qui t'a fait venir de nouveau sur une course en Europe et sur celle-là en Euh, particulier? Tout d'abord, lorsque je suis allée faire le Biking Man Portugal, c'est certain que c'était du nouveau pour moi. Je voyais un peu ce qui se faisait sur les réseaux par rapport à l'événement. Je sentais que c'était quelque chose de bien organisé, de bien rodé. Mais lorsque je suis arrivée là-bas, j'ai compris là, qu'on était ailleurs. C'était vraiment, je me suis vraiment sentie accueillie. Ça a été vraiment un coup de foudre pour moi, ce type d'événement-là. Les organisateurs, les bénévoles, c'est vraiment une belle communauté. Donc, c'est certain que l'organisation Biking Man en soi, je la trouve vraiment géniale. Donc, c'est certain que euh, l'organisation souhaitant faire découvrir des coins vraiment inédits, c'est certain que je savais que les autres endroits allaient être aussi grandioses là, que ce que j'avais vu. Donc, la Corse, ça a toujours été une île qui m'a fascinée. J'ai jamais été... j'en ai entendu parler beaucoup, mais c'est certain que les paysages m'attirent. Le défi encore plus costaud côté dénivelé.
Donc, vraiment, j'ai eu la piqûre pour le premier, donc je souhaite récidiver dans d'autres grandioses paysages. Pour cette course qui va se passer en Corse, où il fait quand même même en début d'année, qui fait quand même des températures plutôt clémentes, toi, tu es arrivé combien de temps à peu près avant la course, savoir si enfin voilà, c'était plus une question au niveau de la gestion, en tout cas de l'acclimatation par rapport à la chaleur. Ben, comme j'ai un emploi du temps chargé ici, que j'ai un employeur qui me permet quand même bien de jongler avec le sport. Par contre, j'ai des semaines de vacances limitées, donc je vais arriver, si je me trompe pas, environ 6 jours avant le début de la course. Ok. Puis je vais quitter peut-être une semaine après, là, histoire de visiter un peu. Donc, côté acclimatation de la chaleur, je crois que ça va se faire sur place. J'aurai pas beaucoup de temps, là. Et bah, d'ailleurs, je vais poser une même question que j'avais posée à Elsa. Le fait qu'il y ait un taux de participation assez faible, tu penses que c'est lié à quoi en fait? Est-ce que toi, tu as un message à faire passer peut-être à des femmes qui écoutent cet épisode? Et voilà, qu'est-ce qui peut être le frein à cette pratique de l'ultracyclisme? En fait, ben, pour moi, ce qui en était un dans le temps avant que je me lance, c'était beaucoup les délais qu'on donnait dans ces courses-là. J'avais peur justement, c'est sûr que dû à mon accident, j'ai peur de trop me dépêcher et de finalement que ma sécurité soit compromise. C'est certain que j'ai peur la nuit, donc le Biking Man, avec ses délais vraiment plus larges, permet de dormir peu importe, en hébergement, ce qu'on choisit, mais permet de s'arrêter comme il faut la nuit, de prendre une douche, de se renouveler et tout, et de recommencer le lendemain matin lorsqu'il fait clair, sans être le couteau dans les dents là, tout le temps. Donc ça, je crois que c'est vraiment... Moi, c'est ça, je crois que ça peut être un frein pour plusieurs personnes, qu'elles soient des femmes ou des hommes. Sinon, ben, actuellement, j'aimerais beaucoup recueillir des données sur ce faible taux de participation féminine. Donc, j'essaie de récolter des données via un sondage maison que je vais essayer de retransmettre dans un article que j'écrirai à ce sujet-là. J'en avais écrit un premier, là, justement, pour voir, essayer de poser des hypothèses qui feraient que les femmes soit ne se lancent pas dans ce genre d'événement-là, ou soit ne se sentent pas en sécurité. Ce qui était ressorti de mon article, c'est qu'il manquait beaucoup de données à ce sujet-là et que justement, on en avait besoin. Donc, c'est ce que je fais en ce moment. J'essaie d'en récolter le plus possible. Peut-être que lorsqu'on se re-rencontrera, je pourrais donner les grandes lignes de ce qui est ressorti. Mais l'enquête est actuellement en cours, là, donc L'enquête est en fort cours. probable que mes soucis sont pas les mêmes que toutes les autres. Puis je suis très intéressée de savoir ce que les autres ont à dire. Écoute, bah, en tout cas, je mettrai quand même un lien direct dans la description du podcast. Donc, si vous voulez répondre à ce sondage, ce sera disponible dans la description. Ça, en espérant que ça t'aide à récolter un maximum d'informations pour ton étude. Parce que je pense que c'est quelque chose Oui, merci. qui t'intéresse, mais qui doit intéresser quand même pas mal de personnes. Tout à Donc, fait. on va rebasculer un petit peu sur la course et sa gestion, notamment la Oui. gestion du sommeil. Alors, Oui. effectivement, toi, tu as fait quand même, on va le redire, un Biking Man donc en 2021, celui du Portugal. Est-ce que sur cette édition-là que tu vas faire en Corse, tu vas changer certaines choses au niveau de la gestion du sommeil? Euh, je- J'avais envie de faire exactement le même plan. Mais il faut dire par contre que lorsque je m'étais préparée pour le Portugal, sur papier, moi j'avais en tête de rouler plus longtemps que ça la première journée et de dormir au point de contrôle numéro 1 qui était, je crois, kilomètre 340. Par contre, sur place, je me suis rendu compte que bon, c'est pas chez moi, c'est pas le dénivelé que je prévoyais. On commençait lorsqu'il faisait nuit. Il y avait de très gros vents. Donc, rendu à 250 km, j'en avais assez. Puis, je me suis dit, bon, ben, plutôt qu'hypothéquer ma course, je vais arrêter à 250 km. Finalement, j'ai fait environ 250 km par jour. Il restait un petit résiduel là, la dernière journée, le matin. Pour moi, ça a été un rythme vraiment bien, finalement, de me rajuster là, sur place. Donc, en Corse, je vise pas mal la même chose. Là, je dirais environ 250 par jour. Le seul souci que j'ai, c'est que le départ au Portugal était à 5 heures du matin. Donc, c'était facile de se dire, bon, ben, je pars Hmm. à 5 heures du matin, je fais je dis facile, la façon de parler, là. On va calculer, C'était quoi, on va facile dire. pour moi de planifier que j'allais faire mon 250 km.
Dans la journée, m'arrêter lorsqu'il allait faire noir, parce qu'en Corse, à ce moment-là, si je me trompe pas, la luminosité, c'est 16 heures de temps, donc c'est assez facile de rouler longtemps à la clarté, tandis qu'au Portugal, c'était 11 ou 12 heures maximum à cette période-là de l'année. Donc, en Corse, c'est que le départ cette année se fait à midi. Donc D'accord. là, je dois revoir un peu psychologiquement ce que je vais faire. Moi qui veux pas rouler de nuit, qui a des craintes, et aussi qui souhaite voir le maximum de paysages. C'est quand même pas toutes les semaines là, qu'on peut aller visiter la Corse à vélo. Je dis visiter, mais ce sera dans un rythme un peu plus rapide, mais du moins de la voir d'un point de vue sur 2 roues. Donc, pour l'instant, j'ai pas pris ma décision encore à savoir si je vais rouler coûte que coûte cette journée-là en me disant j'arrête après mon 250 km ou à peu près, ou si je fais une journée plus courte. Mon idée en ce moment, je penche plus vers faire les 250 km comme j'aurai les jambes fraîches parce que ce sera la première journée. Et quitte à rouler peut-être un 2-3 heures de nuit cette journée-là, à la fin, mais pour les suivantes, là, vraiment de coller au plan là, que j'avais fait au Portugal. Ok. Et tu as brièvement évoqué, mais des fois quand c'est un peu plus compliqué, l'envie d'abandonner peut être présente. C'est quoi ton truc à toi lorsque tu as un passage physique ou mental un peu plus compliqué? Donc, pour ce qui est des trucs, lorsque j'ai une envie là, pressante là, d'abandonner ou que je trouve que je suis dans un mauvais moment, c'est certain que c'est là que le mental vraiment est important. Je me parle beaucoup dans ma tête, c'est certain. J'essaie de relativiser. Je suis quelqu'un qui est qui aime beaucoup tirer le positif de toute situation. Donc, souvent, par exemple, au Portugal, il y a un moment, je crois que c'était au 500e kilomètre, j'avais une douleur au genou, là, vraiment, vraiment épouvantable au genou droit. La simple rotation de mon genou faisait en sorte que c'était vraiment douloureux, vraiment beaucoup. Donc, j'arrêtais aux 10 km, ça fonctionnait pas. Puis là, j'ai perdu vraiment, je me suis découragée. Je me suis dit, ça n'a pas de bon sens. Je peux pas continuer comme ça. Il me reste la moitié de la course, ça fonctionne pas. Je me suis arrêtée, je me suis posé les questions, quelles sont mes options. Puis à ce moment-là, je ne suggère pas ça à personne, mais j'ai pris mon soulier, puis j'ai déplacé la cale, mais j'ai aucune idée de quel côté je l'ai déplacé. J'ai fait n'importe quoi, là. En gros, j'ai essayé quelque chose pour changer parce que j'avais pas d'autre option. Puis finalement, ben ça s'est résorbé en une demi-heure, 1 heure. Je me suis remise à pédaler, puis fort probable que le, le, le petit millimètre là, de déplacement a aidé mon genou et tout. Mais tout pour dire que lorsqu'il arrive un moment comme ça, je pense que je prends un temps d'arrêt. Je regarde quelles sont mes options, puis je me dis, bon, est-ce que ça, c'est passager? Est-ce que c'est normal que j'ai une douleur, justement, au genou, peu importe, ailleurs? Puis ensuite, j'essaie de voir quelles sont mes options, j'essaie quelque chose, puis je vois si ça fonctionne ou pas. Puis fort probable que le mindset va changer aussi. Là, on part dans notre tête aussi. Le moment présent est très important, je pense. Entre le backing man du coup Portugal et celui-ci, il y a eu quand même bon quelques années. Je pense que ça t'a permis d'acquérir de l'expérience. Oui. Qu'est-ce que tu vas faire différemment et également qu'est-ce que tu vas garder par rapport à ce premier backing man et celui que tu vas faire prochainement? Qu'est-ce que je vais changer? En fait, quand je suis partie au Portugal, je m'étais bien équipée en matériel. Par contre, j'étais partie avec un petit sac à dos. Et quelle erreur! Après, je pense, 15 minutes, j'ai regretté mon choix. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça alors que tout le monde avait des sacoches de sel un peu plus volumineuses. Moi, j'avais un petit sac à dos, mais c'est vraiment les points de pression dans le dos. C'était vraiment inconfortable. Donc, dès mon retour, là, je me suis procuré une sacoche de sel plus volumineuse. Et c'est les tests que j'ai faits là, pendant les 2, 3 années entre les deux. Donc, cette année, vraiment différemment, je vais avoir le dos complètement libre. Je vais avoir mon matériel et tout le bagage que je traîne là, dans la sacoche de sel. Donc, ça, clairement, c'est un gros changement. Qu'est-ce que j'ai changé aussi? Ma selle de vélo. Pour moi, c'était normal. Dans ma tête, je croyais que c'était normal d'avoir des douleurs au niveau de la selle.
Par contre, lors d'un emprunt d'un vélo qui était pas le mien, j'ai constaté que c'était vraiment pas normal puis que j'étais mieux sur une autre selle qui était pas la mienne. Donc, j'ai changé ma selle, j'ai fait des tests. Donc, voilà, je suis beaucoup mieux installée. Qu'est-ce que je vais garder? C'est certain, j'ai le même vélo, j'ai la même les barres aéro, côté matériel, c'est sûr que ça reste. Côté vêtements, les gants et tout, ça va être assez semblable aussi, je dirais. Donc, c'est ça, c'est vraiment au niveau de la selle et du chargement là, que ça sera différent. Et est-ce que niveau volume, tu as réussi à optimiser, enfin volume et poids d'ailleurs, tu as réussi à optimiser certaines choses? Pour volume d'entraînement, tu parles, ou Non, volume de... volume d'affaires. C'est pour que ça rentre dans les sacoches. Ah, ça va se ressembler en pas mal, je crois, à ce que j'avais. Peut-être que ça va mieux se disposer dans une sacoche de selle à l'arrière plutôt que dans un sac à dos. Mais sincèrement, ça va être assez similaire, je crois. Ok, et pour revenir un petit peu sur également la course, une partie importante, c'est la nutrition. Toi, comment Mhm. tu gères ça sur une course qui dure plusieurs jours? En fait, j'ai jamais eu vraiment de difficulté à gérer ma nutrition en entraînement, particulièrement en endurance et en vélo, vu que justement, il n'y a pas de choc là, côté pour la course à pied. Des fois, à l'estomac, c'est plus difficile. En vélo, ça a toujours bien été pour moi. Comment je gère ça? C'est certain là, que j'ai toujours des électrolytes là, dans mes bidons. J'ai toujours quelques gels sur moi, quelques barres pour faire des petits encas. Mais vraiment, ce qui pour moi est important dans ce genre d'événement-là, c'est un peu les aliments que j'appelle des aliments bonheur. C'est-à-dire que il arrive un moment où les barres, les gels suffisent plus. Moi, il faut que je mange un vrai repas, il faut que j'aille de la vraie nourriture, là, entre guillemets. Donc, c'est certain que si je roule puis j'ai vraiment envie d'un cheeseburger ou quelque chose comme ça, je vais essayer le plus possible d'assouvir cette envie-là parce que ça va me procurer vraiment un état de bonheur sur le coup. Puis ça va me permettre de repartir avec le sourire. Donc, ouais, c'est comme je le digère bien habituellement, j'essaie quand même là, d'aller dans les aliments bonheur pour ça, puis surtout d'avoir des vrais repas à intervalles assez réguliers, là, aux 5 ou 6 heures, je dirais. Ok, ok, cool. En lisant plusieurs articles, j'ai cru comprendre du coup que tu souhaitais quand même inspirer les femmes à la pratique du vélo, mais plus généralement à la pratique du sport. Mais toi, Oui. quelles femmes t'ont inspiré? Il y en a plusieurs. C'est certain qu'ici au Québec, il y avait Jessica Bellil dans le temps qui était encore active, là, mais qui fait maintenant plusieurs sports. Dans le temps, c'était une des pionnières là, qui avait commencé avec les événements ici au Québec. Sinon, en Europe, en ce moment, sur la série Biking Man, il y a Lauriane Placet, Hmm. qui est vraiment, qui a une belle mentalité, je trouve. Puis en plus, elle a gagné le championnat Biking Man, donc il y a des points à récolter là, dans les événements Biking Man par année. Puis c'est elle, c'est l'année dernière, qui a terminé là, overall, là, femmes et hommes inclus. Donc vraiment, c'est une inspiration parce que elle me semble une personne simple, intègre et humaine. Je ne sais pas comment le traduire autrement, mais c'est quelqu'un qui a une vie, qui ne fait pas que ça, comme qui n'est pas une cycliste professionnelle, qui a une vie professionnelle à l'extérieur, qui a une vie personnelle. Donc c'est vraiment quelqu'un, je trouve, qui jongle bien avec ça. Qui dit course dit quand même peut-être un objectif. Toi, quel est ton objectif sur cette course? En fait, ben, c'est ça. Je sais qu'on appelle ça une course. Faudrait peut-être que je change mon vocabulaire pour événement, dans le sens où euh, moi, je vais peut-être parce que j'ai pas les capacités pour faire ça, mais je ne vise pas de podium ou peu importe. C'est pas. Je pense que c'est une course contre moi-même en Oui, fait. oui. Donc, moi, je souhaite vraiment terminer. C'est ça mon Ouais, mais mon premier but. Je sais que j'ai les capacités pour le faire, c'est ça reste un certain. objectif, hein. Oui, Terminer tout à une fait, c'est course, ça. Mais plus précisément, j'ai 5 jours pour faire ça. C'est sûr que moi, 4 jours, là, ça serait l'idéal pour moi, pour me laisser un petit jeu, une petite marge de manœuvre si jamais là, il y a une journée que ça n'a pas bien été ou que la météo n'était pas clémente, que j'ai dû allonger un peu pardon, raccourcir une journée. Donc, je vise 4 jours et en me disant il me reste une journée pour une marge de manœuvre. Ok. Et
petit exercice mental. Toi, comment tu visualises ta course? Comment tu vois qu'elle se déroule? Même si on le sait, plus une course est longue, plus il y a des aléas. Mais juste en termes de visualisation, comment toi, t'aimerais qu'elle se déroule, cette course? C'est certain que je visualise dans un état d'esprit quand même contemplatif et heureux. Je sais qu'il y aura des hauts et des bas. Par contre, par exemple, l'événement de ski que j'ai fait la semaine dernière, c'était quand même difficile côté conditions, côté météo. Par contre, le paysage qu'il y avait là, c'était une chance unique là, de skier sur le bord du fleuve au lever du soleil. Euh, Tout au long de l'événement, j'étais vraiment contemplative et vraiment, j'avais beaucoup de gratitude pour ce que je voyais. Je m'émerveillais beaucoup. Donc, je me vois un peu comme ça pour la Corse. Donc, découvrir des coins de pays que j'aurais pas l'occasion de découvrir autrement. Je pense que je vais me laisser emporter par les paysages, c'est certain. Puis, s'il y a des moments qui vont moins bien, je vais essayer de me rabattre sur ça, de me dire que justement, j'ai une chance inouïe d'être là, de pouvoir faire ça sur mon vélo et de contempler les paysages de ce point de vue-là, vraiment, des paysages qui sont vraiment magnifiques. Et bah parfait. Écoute, passe au petit instant promo. Où est-ce qu'on peut te suivre? Voilà, tu peux faire ta petite publicité. C'est ton Euh, moment. Parfait. Donc, on peut me suivre. Ben, en fait, est-ce que tu veux que je donne le nom Instagram ou Oui, je sais pas, toi, tu vas mettre un lien tu ou... peux tout. Moi, je mettrai des liens et tout ça, mais au moins tu peux OK, déjà dire super. aux gens, puis après, ce sera tout posé après dans la description. Tout sera. En tout cas, vous pourrez tout retrouver, tous les OK, liens pour parfait. suivre. OK, donc pour me suivre, en fait, je suis beaucoup sur Instagram, sur Jeune H. Ensuite, c'est certain que j'ai une page Facebook aussi qui est assez euh, sur laquelle je publie quand même beaucoup de choses. Puis sinon, on peut me suivre via le magazine Nature Humaine. Là, je publie quand même beaucoup de contenu par rapport, que ce soit des tests d'équipement et tout, mais aussi des articles. J'en avais fait un sur la gestion du sommeil en ultracyclisme, sur la place des femmes en ultracyclisme. C'est à cet endroit-là que je publierai un article qui va relater les résultats là, de l'enquête que je suis en train de mener pour savoir quels sont les obstacles qui font que les femmes participent moins aux événements d'ultracyclisme. Et ça ressemble pas mal à ça. D'accord. Est-ce que tu peux me parler un peu de ce magazine? C'est quelque chose, tu travailles pour ce magazine ou c'est juste l'habitude de donner des articles? En fait, c'est vraiment un projet, je ne veux pas dire bénévole, en fait, mais en fait, c'est pas dans le cadre de mon travail, c'est vraiment un projet qui me passionne. J'ai rencontré le propriétaire de cette revue-là en vélo et j'ai vu qu'il écrivait des articles sur plein de choses. C'est un docteur en physiologie de l'exercice et il m'a tendu la perche là, pour que j'écrive des articles. J'en écrivais déjà quelques-uns là, pour certains de mes commanditaires et de boutiques de vélo qui m'aident. Donc, j'avais quand même un bon portfolio à lui soumettre. Puis, c'est ça, on s'est mis à collaborer, puis j'aime vraiment beaucoup ça, mais c'est vraiment d'un point de vue euh, développement personnel, je dirais. Là. Hmm. C'est vraiment pas dans le cadre de mon travail. Ok, cool. D'accord, parce que ça, j'avais pas cette information, donc Ouais, super je intéressant. t'enverrai le lien, en fait. Bah ouais, comme ça, ce sera disponible. Moi aussi, j'irai faire un tour en avant-première, parce que vu que Oui, j'aurais le lien avant l'épisode soit diffusé. Mais ok, bah on arrive en tout cas sur la fin de l'épisode. Et avant le mot de la fin, déjà, je tenais à te remercier. oui. Puis également un peu aux personnes qui ont participé de près ou de loin à cet épisode. En tout cas, c'était vraiment un chouette moment que j'ai pu passer en ta compagnie, découvrir aussi d'autres pratiques du cyclisme. Et voilà, tu as plein de bonnes choses, je pense, à amener en tout cas à ce sport. Et Oui, je pense que toi aussi, tu vas inspirer quand même pas mal de femmes. je le souhaite beaucoup. Pour finir, du coup, j'ai pour habitude, sur cette partie 1 du podcast, de laisser le mot de la fin à l'invité. Donc en fait, tu as le temps que tu veux, tu peux traiter le sujet que tu veux, tu peux faire passer à peu près le message que tu veux. Globalement, que ce soit sur la course, sur la pratique du vélo, la pratique du sport, la vie en général, il n'y a pas de limite. Tu as le temps pour, si tu veux prendre un peu de temps pour formuler tout ça, il n'y a aucun problème. C'est libre à OK. toi. Puis on terminera du coup l'épisode sur ça. OK, parfait. Euh,
En fait, j'aimerais revenir sur le fait que des événements comme ça d'ultra distance, c'est vraiment, c'est très, très mental, très psychologique. Oui, il faut s'entraîner de manière physique, c'est certain. Il faut avoir une bonne capacité et tout. Mais sans l'entraînement mental, sans se mettre dans le pétrin et justement travailler ça, c'est impossible, selon moi, de réussir ce genre d'événement. Je suis quelqu'un qui a développé beaucoup sa résilience par rapport à ces événements-là, mais en fait, ces événements-là m'aident aussi à développer ma résilience dans la vie de tous les jours. Donc, c'est vraiment le message que j'aimerais passer, en fait, c'est que à force de se mettre un peu en danger, façon de parler, là, je mets pas ma vie en danger quand je fais ce genre d'événement-là, mais à force de se remettre en question, de vivre des moments difficiles, je pense que c'est ce qui fait qu'on devient quelqu'un de plus fort, puis ensuite qu'on est capable de mieux accueillir ce que la vie nous réserve, parce qu'on, dans le fond, la vie, c'est ça un peu aussi, c'est un peu un ultra. Il y a des hauts, des bas, puis souvent, on doit trouver la manière de trouver le positif dans ce qui se passe. Donc, c'est vraiment, je trouve que c'est une belle métaphore, un événement d'ultra-distance comme ça, par rapport à la vie. Puis, c'est ça. Moi, en fait, c'est autant les événements m'aident dans la vie de tous les jours à organiser mon quotidien puis à vivre les choses et tout, autant ma résilience dans la vie que j'ai développée ensuite m'aide à préparer ces événements-là. Donc, c'est ça. Puis un autre message, ce serait aussi de vraiment, si ça peut inspirer les femmes à participer davantage à ce genre d'événement-là, c'est une chance inouïe. C'est vraiment... écrivez-moi pour des questions, des conseils, ça va me faire vraiment plaisir, mais c'est accessible. Puis l'important, c'est de se sentir en sécurité, oui, mais sachez que c'est accessible, que ça se fait, puis que tant mieux si je peux inspirer d'autres à le faire. C'est vraiment mon intention, en plus de le faire pour moi, bien sûr, mais tant mieux si ça peut résonner chez d'autres personnes. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager avec tes proches et à donner ton avis en laissant une note sur ta plateforme d'écoute. Cela contribuera à augmenter la visibilité du podcast et à avoir des invités toujours plus incroyables. Et pour ne rien manquer des prochains épisodes, je t'invite à t'abonner au podcast. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure.